À présent, l'invité dans ce journal, il s'agit de Talib Aïdara, responsable politique APR à Bignona, confrère journaliste, coordonnateur de la cellule de communication de la délégation générale à la protection sociale et la solidarité nationale. Monsieur Aïdara, bonsoir et merci de répondre à l'invitation de Sunu Label TV. Bonsoir M. Ndiaye, bonsoir à toute l'équipe de Sunu Label TV. Bonsoir à tous ceux qui suivent cette chaîne de télévision africaine. Voilà, Sunu Label TV qui est devenu une chaîne locale, mais malgré cela, Label TV existe toujours sur le bouquet. Nous sommes sur Canal 27, sur la TNT. Alors, je l'ai dit à l'entame de votre présentation, vous êtes responsable APR à Bignona. Le président de la République a nommé un premier ministre, formé un gouvernement. Quelle est votre appréciation de ces choix-là? Vous me permettrez tout d'abord de présenter mes condoléances au peuple sénégalais suite à la disparition de l'imam Moustapha Gueye, et en même temps président de l'association des oulémas du Sénégal. Moustapha Gueye qui a contribué à l'éducation, à la formation de plusieurs générations. Et donc je crois que c'est le moment pour lui rendre un vibrant hommage. Également présenter mes condoléances à ses enfants, Mohamed Lamine Gueye, avec qui j'ai partagé la même classe, et Mohamed Sankhé Gueye. Donc, après cette brève présentation de condoléances, je reviendrai sur la question, le gouvernement, la nomination du Premier ministre et tout. Et je pense que les Sénégalais s'attendaient à ça, et une occasion pour féliciter le Premier ministre Ahmadou Ba, qui bénéficie de la confiance du président de la République Macky Sall pour mener à bon port le gouvernement. Et je pense l'équipe qui est là, tout Sénégalais sait que cette équipe, elle est là pour travailler. Qui connaît Ahmadou Ba sait que c'est un homme, c'est bien que c'est un homme de l'administration sénégalaise. C'est un produit de l'administration sénégalaise. C'est quelqu'un qui a de l'expérience. C'est quelqu'un qui, quand il s'agit de défendre, il sait défendre. Et aujourd'hui, la politique de développement du Sénégal, référentiel unique, c'est le plan Sénégal émergent, horizon 2014-2035. Donc il est un acteur principal, non? Donc tout le monde le sait, Ahmadou Ba est un acteur principal de ce plan. Donc je crois qu'il est bien indiqué de le choisir comme Premier ministre pour diriger, et nous lui souhaitons plein succès avec toute l'équipe qui l'accompagne. Et si vous voyez le casting, surtout l'arrivée des jeunes déjà. Il y a l'arrivée des jeunes, comme le président de la République l'a dit, une équipe dynamique, une équipe de jeunes. Et si vous regardez dans le gouvernement, au-delà de ces jeunes, vous voyez Mamadou Moustapha Ba, qui est un technocrate, qui est un travailleur, qui connaît l'administration, qui a longtemps travaillé dans les services des finances. Et il était naguère directeur général du budget. Aujourd'hui, ce n'est pas lui qui aura des problèmes dans ce ministère. C'est juste pour faciliter les choses, parce qu'il est au parfum de tous les dossiers. Parce que tous les dossiers passent par là-bas. Qui dit directeur général du budget, rien ne se fait par lui, tout passe par lui. Donc s'il est là aujourd'hui, ça ne fera qu'accélérer les choses dans le bon sens. Vous avez de l'autre côté, au niveau de l'économie et du plan, Madame Oulimata Sarr, qui est fonctionnaire international. Elle est dans son domaine, elle est dans son milieu, elle est une fierté pour le Sénégal au niveau international. Donc si le président de la République a réussi à le faire revenir pour travailler pour son pays, je pense que ça c'est quelque chose à saluer. Ils savent que aujourd'hui, le Sénégal est engagé dans une politique qui lui a déjà donné un résultat. Donc il suffit de s'organiser, de bien préparer et atteindre d'autres objectifs. Il y a des défis
comme l'a dit Amadou Ba l'autre jour dans un débat où on l'avait invité à la télévision, Oui. le PSE a été mesuré en 2018. En 2023, il y aura une nouvelle situation, une évaluation et tout. En 2028, il y aura une nouvelle évaluation. En 2033, il y aura une nouvelle évaluation. Et je pense que ça, c'est important. Maintenant, après voilà, vous avez cité un des choix pertinents, notamment à la personne de Mme Oulimata Sarr. Maintenant, est-ce qu'on ne peut pas critiquer ce gouvernement-là avec les nominations de Pape Malick Ndour, par exemple, quelqu'un qui a vraiment peiné à faire éclore le PRODAC. On ne voit quasiment pas les DAC domaines communautaires agricoles. Est-ce que cette nomination-là est justifiée? Autant que voilà, le poste n'est pas des moindres, ministère de la jeunesse, de l'entrepreneuriat et de l'emploi. C'est 3 portefeuilles quasiment. Est-ce que ce choix-là du président de la République est pertinent? Non, Pape Malick Ndour, peut-être c'est les gens qui parlent, c'est de bonne guerre, cette opposition qui dit qu'il n'a rien fait, mais allez-y dans la zone de Linguère. Ouais. Vous verrez ce qui est en train d'être fait là-bas. On le voit à la télé et partout. Faites un tour dans la zone de CFA, dans le Sédhiou. Vous verrez ce qui est en train d'être fait là-bas. Mais comme eux, ils critiquent, ils voient du mal partout, ils essayent de tout chambouler, de tout changer à leur manière, parce qu'ils se disent, nous avons en face de nous une population qu'on peut manipuler, qu'on peut divertir, donc on dit c'est ce que l'on veut. Pape Malick Ndour, c'est un jeune Sénégalais compétent. Il est compétent, il faut lui reconnaître ça. Il est posé, il est travailleur. C'est pas pour rien. Du président de la République, surtout à travers les. Mais est-ce que c'est pas ça qui justifie plus sa nomination? Sur les plateaux, c'est quelqu'un de très pertinent à défendre les programmes du chef de l'État. En fait, il ne défend pas le président de la République, Macky Sall. Il ne défend pas Macky Sall. Il défend le programme du président de la République, Macky Sall. Il présente le programme du président de la République, Macky Sall, à travers le plan Sénégal émergent. Donc je pense aujourd'hui, il est membre de l'Alliance pour la République et tout membre de l'Alliance pour la République, tout membre de Benno Bokk Yakaar doit avoir au minimum une maîtrise du plan Sénégal émergent. Ce qui n'est pas souvent le cas. C'est ce qu'il présente. Les autres responsables de l'APR et de Benno aussi. C'est ce qu'il présente aux Sénégalais. C'est ce qu'il défend au niveau international. C'est ce qu'il essaie de dérouler. Et je pense que si c'est ça, défendre le président de la République, je le félicite et je l'encourage dans ça, parce qu'il porte un combat noble. Un combat noble, c'est un combat noble. Une nomination qui a aussi surpris les Sénégalais, c'est la reconduction de Serigne Mbaye Thiam. On a connu tous ces problèmes liés à la disponibilité, à la fourniture de l'eau avec l'arrivée de Sen'Eau. C'est toujours des problèmes. Est-ce que Macky Sall ne dispose pas de plus de ressources humaines pour écarter un Serigne Mbaye Thiam et faire venir une personnalité beaucoup plus apte à gérer les préoccupations des Sénégalais sur le secteur de l'eau, par exemple? Non, ça c'est vous qui le dites. C'est partagé par beaucoup de Sénégalais. Le secteur de l'eau, c'est un secteur à problème. Depuis Sen'Eau, depuis SDE. Vous savez, le Sénégal, c'est 17 millions de personnes. Si 100 personnes se prononcent sur ça pour l'attaquer, je pense que ça c'est un échantillon insignifiant, mais ce qui est important, c'est que le président de la République, il a travaillé avec Serigne Mbaye Thiam durant des années. Il a eu à gérer l'éducation nationale. Il a bénéficié de la confiance du président de la République. Et il a eu beaucoup de problèmes. Non, l'éducation nationale, tout le monde sait que c'est un ministère à problème où les syndicats, plusieurs syndicats sont là avec des revendications différentes, des plateformes de revendications différentes. Donc, c'est pas tous ceux qui sont passés là, depuis Senghor jusqu'à Abdou Diouf, Abdoulaye Wade, savent que l'éducation nationale, il y a toujours eu des problèmes. Aujourd'hui, il gère un autre ministère avec la confiance du président de la République. Et c'est cette confiance qui lui a été renouvelée. Donc là, moi, je ne vois pas
c'est le président de la République qui lui a renouvelé sa confiance. Donc je sais qu'il a fait satisfaction, il a bien travaillé, raison pour la... Ses alliés de Benno Bokk Yakaar, autre entrée dans le gouvernement, voilà l'entrée de Doudou Ka qui a été directeur général de l'aéroport international Blaise Diagne. Voilà, ça n'a pas été une surprise, vous êtes de la même zone, n'est-ce pas là un acte politique fort, Doudou Ka, ministre, la dame voilà, Victorine Ndeye. Est-ce que ce n'est pas là des calculs politiques qui ont poussé le chef de l'État à opérer ces deux choix-là? Vous me permettrez de féliciter mon frère et camarade Doudou Ka de Ziguinchor. Je le félicite pour cette nomination qui est une fierté pour tout le Sénégal, je dirais, parce qu'il est ministre de la République, mais qui est surtout une fierté pour la région naturelle de la Casamance et également pour la nomination de Victorine Ndeye, l'enfant de Niaguis. Donc je pense... qui, malgré son échec à travers les législatives, est nommé ministre. Nous remercions le président de la République. Nous remercions le président de la République pour ses nominations. Vous savez, une élection, c'est un baromètre, un gouvernement, c'est pour travailler sur le terrain, c'est pour répondre aux aspirations des populations. Donc je pense que c'est ce qui est important. Si le président de la République trouve que cette personne a travaillé, peut apporter une solution à un problème, je peux compter sur lui, je peux m'appuyer sur lui pour arriver à atteindre les objectifs. Il le fera et il l'a fait. Donc je pense aujourd'hui, ce qui nous revient tous, c'est les encourager, les assister dans ce travail. Et Doudou Ka, tout le monde sait qu'il est travailleur. Il faut le reconnaître. Et il y a des défis énormes. Heureusement, on lui a confié le ministère en charge des transports aériens et des infrastructures aéroportières, dans la mesure où lui-même, je l'ai entendu tout récemment au mois de juillet, pour dire que le président de la République, le financement est bouclé, l'aéroport de Tébi, l'aéroport international de Tébi, dans le département de Bignona, les travaux vont bientôt commencer. Et lui, fils de la région de Ziguinchor, c'est lui qui va lancer ces travaux, c'est lui qui va piloter ces travaux avec, bien sûr, l'accompagnement du président de la République. Il fera tout pour que cette décision du président de la République, cette belle initiative pour désenclaver la Casamance, pour donner à la Casamance la place qui lui revient dans le développement du Sénégal, mais également dans la sous-région, parce que l'objectif recherché, c'est faire du Sénégal un hub aéroportière en Afrique. Aéroport international à Dakar, aéroport international à Tébi, dans le Bignona, aéroport international à Saint-Louis, mais également aéroport international au Cap Skirring. Effectivement. En tout cas, à Saint-Louis, il a été critiqué avec ces récentes inondations au niveau de l'aéroport de Saint-Louis. On va quitter ce chapitre politique pour parler de la délégation générale à la protection sociale et à la solidarité, dont vous êtes le coordonnateur de la cellule de communication. La délégation, les missions, les fléaux, les missions de la délégation. Est-ce que vous pouvez revenir sur ça pour rappeler ça à nos téléspectateurs? Oui, mais Saint-Louis, avant de partir, Saint-Louis, comme d'habitude, ceux qui nous ont habitués à donner des fausses informations, quand ils ont donné le même jour, le ministre du transport aérien a été sur place et il a montré aux Sénégalais ce qu'il y a sur place. Donc je pense que cette question, c'était... Il n'a pas eu le temps d'évacuer les eaux parce que c'était avec des images soutenues qu'on a vu l'aéroport submergé par les eaux. C'était juste de la manipulation quelque part. Maintenant, par rapport à la délégation générale à la protection sociale et à la solidarité nationale, c'est le lieu de le dire, c'est une structure qui est là pour appuyer la politique de protection sociale de l'État du Sénégal. Elle a été mise sur place en 2013 par le président de la République, Macky Sall. Donc, l'objectif de la délégation est de coordonner la politique de protection sociale du Sénégal. C'est dans ce cadre que des actes forts et des actions sont en train d'être menées. On connaît le programme
de bourse de sécurité familiale qui accompagne aujourd'hui 316 000 ménages qui bénéficient de 25 000 francs chaque 3 mois, donc ce qui fait 100 000 francs l'année. Au-delà de ça, vous avez au niveau de la délégation générale à la protection sociale et à la solidarité nationale, un travail qui a été fait suite aux directives du président de la République pour mettre sur pied un registre national unique. Le registre national unique aujourd'hui est à 542 000 ménages, comme l'a dit le président de la République lors du lancement du cash transfert, le RNU. C'est l'outil de ciblage des politiques sociales de l'État du Sénégal, que ce soit l'État, que ce soit les partenaires. Et je pense que c'est le lieu de féliciter le Sénégal, c'est le lieu de féliciter ce travail, cet excellent travail qui a été fait en relation avec les partenaires, parce que le Sénégal est l'un des rares pays africains qui a un registre national unique. Et ça, est-ce que vous l'avez dit, est-ce qu'il y a une efficacité visible de ces programmes-là? Si aujourd'hui au Sénégal, il y a toujours la pauvreté des ménages qui hausse le ton à chaque fois, est-ce que ces programmes-là sont sentis au niveau des populations réellement? Vous savez, je pense qu'on n'a même pas besoin de dire que ça n'impacte pas sur le quotidien des Sénégalais. Ça impacte directement sur le quotidien des Sénégalais. Vous partez, laissez-moi finir, vous partez dans une zone rurale, dans un village où vous trouvez des personnes qui peinent à mobiliser 10 000 francs l'année. Vous arrivez à donner à cette personne, cette famille, 100 000 francs l'année. Mais cet argent sera injecté dans ce village. S'il y a 10 personnes dans le village, c'est 1 million. Déjà, ça sera injecté dans ce village. Ça va contribuer, ça va fructifier, ça va contribuer à booster l'économie locale. Au-delà de ça, aujourd'hui, les gens, il faudrait préciser que la bourse de sécurité familiale, l'objectif et les cibles, c'est ceux qui sont dans la pauvreté extrême. L'objectif, c'est de les tirer de cette pauvreté extrême pour venir au niveau de la pauvreté. Pour qu'ils viennent au niveau de la pauvreté, pour qu'ils sortent de cette pauvreté extrême, pour venir au niveau de la pauvreté. Et aujourd'hui, l'État sait qu'il faut des mécanismes pour une autonomisation économique de ces ménages, de ces familles. Raison pour laquelle il y a un projet qu'on appelle Yoko Komkom, qui est lancé par la délégation générale à la protection sociale et à la solidarité nationale, qui cherche l'autonomisation économique de ces ménages, de ces familles, à travers des activités génératrices de revenus. Actuellement, il y a une phase pilote qui a été déroulée. La prochaine question, c'est quoi les actions que vous faites pour réellement tirer ces populations-là à sortir vers la pauvreté? On a vu à travers vos communications que la délégation a commencé à accompagner des populations dans l'entrepreneuriat, par exemple, vers l'autonomisation. Est-ce que vous pouvez Oui, d'ailleurs c'est de ça que je parle. Il y a le Yoko Komkom. Le Yoko Komkom, c'est, comme le nom l'indique en Wolof, en français, ça veut dire augmenter nos ressources, donc nos avoirs. L'objectif, c'est d'appuyer ces familles. On essaie on fait un ciblage parce qu'il y a 316 000 ménages. D'un seul coup, on ne peut pas les accompagner tous. On a commencé par une phase pilote avec 15 000 ménages à Kaolack, Dakar, Thiès et Saint-Louis. Aujourd'hui, nous sommes passés à la mise à l'échelle avec 45 000 ménages. Donc, après un ciblage au niveau national, actuellement, les formations ont commencé. On a recruté des formateurs. Actuellement, nous sommes dans la phase de formation des accompagnateurs. Il y a des formateurs qui ont formé des accompagnateurs, et ces accompagnateurs vont descendre sur le terrain dans les différents villages du Sénégal pour former les bénéficiaires. On les forme d'abord à l'entrepreneuriat, on les forme à la création de projets simplifiés, et on les encadre, on les forme, on leur montre comment gérer un projet. Tu achètes avec temps, tu vends avec temps, tu as temps,
comment tu dois le gérer pour le fructifier, l'investir pour le fructifier. C'est à la fin de la formation qu'on mettra la subvention à leur disposition afin qu'ils puissent le fructifier, afin qu'ils puissent travailler et partir vers une autonomisation de leur ménage. Et je pense que c'est ça qui est recherché dans ça. On leur tire de la pauvreté, de l'extrême pauvreté vers la pauvreté. De la pauvreté, on les envoie vers une autonomisation économique qu'ils arrivent à gérer eux-mêmes. Parce que le programme de bourse de sécurité familiale, ce qui est prévu, c'est un programme. Tôt ou tard, ça arrivera à terme. Donc, il faut les préparer à sortir de ce cercle vicieux de la pauvreté et se prendre en charge. Le RNU, si vous prenez le cas du RNU, vous avez les familles, les ménages pauvres, mais vous avez aussi les ménages en situation de vulnérabilité. Parce que on doit toujours éviter les ménages en situation de vulnérabilité. C'est des ménages qui sont là, qui, face à une situation ou bien à un choc, facilement ils peuvent tomber dans la pauvreté. Donc pour éviter ça, on les accompagne, on les assiste pour qu'ils ne puissent pas tomber dans ça. C'est dans ce cadre que, dans la politique d'accompagnement, il y a ce qu'on appelle la résilience agricole. Dans la résilience agricole, on a accompagné des familles qui sont tirées de ce registre national unique. En quoi faisant? En leur apportant des appuis de 200 000 francs pour préparer la campagne agricole. Ces 200 000 francs, ça leur permettra d'acheter des intrants, c'est-à-dire de l'engrais, des semences, du petit matériel pour préparer la campagne, entrer dans les meilleures conditions dans la campagne et en même temps s'assurer que durant la période de soudure, ils auront quelque chose de... en train de faire voilà, quasiment le bilan de la délégation. On va passer à... Voilà, on a vu que le cash transfert, vous l'avez cité, lancé à grande pompe avec le chef de l'État Macky Sall et la déléguée générale à la protection sociale et la solidarité. 80 000 francs par ménage, voilà, 43 milliards de francs CFA. Où en êtes-vous avec l'exécution de ce programme-là? Oui. Est-ce que tous les bénéficiaires ont reçu le transfert? Vous savez, c'est pas facile d'envoyer à 542 000 ménages 80 000 francs. On sait avec les nouvelles technologies de l'information. Non, avec les nouvelles technologies, il n'y a pas de problème. Mais n'oublions pas que c'est dans les zones les plus reculées du Sénégal. C'est les 14 régions. Aujourd'hui, vous entrez dans certaines zones, certaines personnes n'ont même pas de téléphone, n'ont pas de numéro de téléphone. D'autres ont des problèmes. Il y a des zones où il y a des problèmes de connexion. Il y a des zones où il y a des problèmes, il y a des manquements. Donc, le transfert, les envois ont été faits dans les 14 régions du Sénégal. Raison pour laquelle il y a un numéro vert pour les réclamations. Ceux qui n'ont pas reçu appellent sur ce numéro, se déclarent. Au cas où ils ne se déclarent pas, c'est un registre qui est là. On sait ceux qui ont reçu, ceux qui ont retiré et ceux qui n'ont pas retiré. Parce qu'il y a certaines personnes, on leur envoie, ils ne disent pas, ils ne savent pas de quoi, ils suppriment le message. Certains appellent, ils disent, moi j'ai reçu le message, mais je ne sais pas, c'est mon enfant qui a supprimé, je ne sais même pas de quoi. C'est des cas qui sont gérés en Internet. Oui, c'est des cas qui sont, il y a des équipes qui sont là-bas pour ça, il y a un cabinet qui a été recruté rien que pour gérer les réclamations. Donc le transfert a été fait. Actuellement, là où nous sommes dans la gestion des réclamations. La délégation générale est dans la gestion des réclamations à travers le projet d'appui aux filets sociaux qu'on appelle le PAFS. Donc, voilà. Maintenant, il y en a qui critiquent cette politique sociale-là. On a vu la délégation, la CMU. Est-ce que aujourd'hui, avec tout ce qui se dit au Sénégal, ces politiques sociales-là sont efficaces pour sortir le Sénégal et l'amener vers l'émergence, comme annoncé par le chef de l'État? Vous savez, aucun pays, je dis bien aucun pays, n'arrivera à l'émergence sans tenir compte de ces questions de protection sociale. Vous savez, les gens confondent la protection sociale
et ce qui se passait ce qui se faisait dans le passé, l'aide, les assistances, on vient vous donner à manger. Vous savez, aujourd'hui, dans le monde, 83% de la protection sociale est pratiquée par les pays développés. Ils sont dans la protection sociale. Vous savez très bien, vous savez très bien qu'ici, on nous apprend qu'en France, les chômeurs sont payés. Mais c'est de la protection sociale. Hein? Aux États-Unis, oui, on essaie de faire de telle sorte qu'ils puissent vivre sans pour eux qu'il y ait le travail ou pas, mais qu'ils puissent vivre dans des conditions qui respectent un peu la dignité humaine. Dans les pays, je dirais, arabes, en Asie, ils sont à 43% de protection sociale. Et l'Afrique est à 17%. Les pays phares dans ça, les pionniers dans ça, c'est l'Afrique du Sud, c'est le Maroc, c'est le Sénégal. Tout au début, quand le président de la République a décidé d'accompagner les Sénégalais, ceux qui sont dans la pauvreté extrême, en leur octroyant 25 000 francs chaque 3 mois, mais il y a des gens qui l'ont critiqué. Il y a des gens qui l'ont critiqué. Quand il a décidé d'accompagner... Parce qu'ils avaient pensé à des considérations politiques, c'était souvent fait à l'approche des élections. Souvent, voilà. Quand il a décidé... Par exemple avec le RNU, le cash transfert, quand il a décidé d'appuyer les 542 000 ménages... C'était calculé sur l'agenda politique aussi. Des critiques. Non, je vais vous dire une chose. Si c'était calculé sur l'agenda politique, on pouvait l'envoyer, les populations doivent le recevoir bien avant les élections locales. Parce que c'est depuis 2021 qu'on travaille sur ça. On pouvait le faire avant les élections locales. Si on ne l'a pas fait avant les élections locales, c'est parce que les équipes qui doivent partir sur le terrain, faire les missions de supervision, le travail de supervision au niveau du registre, à cette période, s'ils vont là-bas, l'opposition dira c'est des calculs politiques, ils sont en campagne, on a tout laissé. C'est après les élections locales qu'on a lancé ça. Est-ce qu'on doit laisser les Sénégalais dans cette situation parce que les gens disent que c'est des calculs politiques? Je dis non. Le Sénégalais qui est dans son Fouta natal, ou bien qui est en Casamance, qui peine en ces périodes de soudure à avoir de quoi nourrir sa famille, tu lui envoies 80 000 francs. Mais c'est pas lui qui dira qu'il y a des considérations politiques. Il a de quoi régler sa soudure, mais également il a de quoi préparer l'ouverture des classes pour ses enfants. Et il faut préciser que ça, ce cash transfert, c'est pour appuyer les Sénégalais afin qu'ils puissent faire face à la crise économique due à la Covid, mais également à cette crise qui est due à la guerre en Ukraine. Voilà, ça nous permet de passer à cette dernière partie de notre invité, de notre interview, Talib Aïdara. Vous êtes journaliste aussi, écrivain, avec cette production par devoir civique et militant Le Sénégal que je connais. Qu'est-ce qui a poussé à la rédaction de ce livre? Merci beaucoup. Talib Aïdara, journaliste, Talib Aïdara, écrivain. Par devoir civique et militant, le Sénégal que je connais. Je pense le titre, par devoir civique, je suis sénégalais. Je dois, je dois contribuer au développement de mon pays. Et militant, j'appartiens à un parti politique qui s'appelle l'Alliance pour la République, le Sénégal que je connais. Avec cette précision, un livre qui est préfacé par le chef de l'État, le président Macky Sall. Et une fois encore, je remercie le président de la République, Macky Sall, pour la préface de ce livre. Et je l'attends également pour la cérémonie de dédicace de cette œuvre, parce que l'œuvre n'a pas encore été dédicacée, parce que j'attends le président de la République pour la cérémonie de dédicace de ce livre que lui-même il a préfacé. Donc, c'est un travail de nombreuses années. Étant journaliste, j'ai fait les coins et les recoins du Sénégal.
depuis le début des années, depuis le début des années 2000. J'ai vu le Sénégal avant 2000, j'ai vu le Sénégal sous la gestion du président Abdoulaye Wade et j'ai vu le Sénégal d'aujourd'hui sous le président Macky Sall. Donc quelque part, je suis témoin de l'histoire, tant soit peu. Je suis témoin de l'histoire. Donc, il arrive dans l'histoire d'un pays où il y a des moments, il faut prendre sa responsabilité, chacun dans le domaine où tu interviens. Donc moi, j'ai ma plume. C'est à travers ma plume, dans l'encre, que je peux donner ma contribution. Il y a une partie réservée à la politique, il y a une partie réservée à la société, il y a une partie réservée à l'économie, il y a une partie réservée à la santé, il y a une partie réservée à la culture, il y a une partie réservée à l'histoire de notre pays, parce qu'il y a des hommes et des femmes qui ont marqué l'histoire de notre pays. Et il serait bon de revenir sur ces figures. Mais également, il y a une histoire qui a marqué notre pays, c'est-à-dire la crise en Casamance. J'ai écrit sur cette crise. J'ai essayé d'écrire. Je pense en le faisant, je l'ai fait pour des générations à venir. Je suis revenu sur l'impact des mines antipersonnelles dans cette économie de la région naturelle de la Casamance, qui naguère était le poumon économique, on le disait partout, mais à un certain moment, certaines zones de la région naturelle de la Casamance n'était plus accessible parce que c'était infesté de mines antipersonnelles. Ceux qui l'ont posé à un certain moment n'y accédaient plus parce que il y avait l'armée qui il y a des plans de pause. Certains maîtrisent les plans de pause, d'autres ne maîtrisent pas les plans de pause. Pour ne pas prendre des risques, il ne faut même pas y aller. Il y a des zones qui ont été complètement abandonnées. Moi, j'ai eu mon entrée en 6e à l'école primaire Mathias Samboutende de Niassia. Et il y a des localités qui étaient là-bas, qu'on appelait les Badem. Badem Tandouk, Badem Sindian, Badem Djiragon. Et cette zone aujourd'hui a été abandonnée. Et tout ça est contenu dans le livre. Voilà. Et cette zone, c'est une zone avec des plantations énormes. Il y a le village de Goundoumé, le village de Dar Salam. J'ai une camarade de classe qui s'appelle Rohia Mbalo. Rohia Mbalo, on a fait le CM2 ensemble à Niassia. À ma grande surprise, une fois, je lui ai demandé, on m'a dit que Rohia a sauté sur une mine antipersonnelle dans son village de Dar Salam, dans l'arrondissement de Niassia. On l'a amputé d'un pied. Je suis parti la rencontrer directement à Ziguinchor pour lui demander. On a échangé sur ça. Elle était partie voir sa maman qui était souffrante. Arrivée chez sa maman, on lui a demandé de partir dans les plantations de son papa pour cueillir des mangues. Au début, elle avait hésité. Elle m'a dit qu'elle est venue jusqu'au portail, elle n'est pas entrée. Elle attendait les autres là où elle était, donc elle était sur une mine antipersonnelle. Et c'est dommage, on aura l'occasion d'élargir avec les prochains rendez-vous de Sunu Label TV. En tout cas, merci Talib Haïdara d'avoir répondu à notre invitation de dernier mot. C'est à moi de vous remercier et lancer un appel aux Sénégalais, comme l'a dit le président de la République, le vivre ensemble. Son dernier discours, c'est le vivre ensemble. C'est le Sénégal de tous, pour tous. Nous devons tous contribuer au développement de ce pays. Ça se fera par tous, pour tous. Un Sénégal déstabilisé ne profite à personne. Ayons le courage de le dire. Ayons le courage de dire aux Sénégalais que le Sénégal de demain se fera par nous. Le Sénégal de demain demande un travail, un sacrifice de tout le monde, comme l'a fait la Corée du Sud. Un pays que j'ai visité, un pays que j'ai fréquenté, un pays que j'ai fait 9 fois dans ma vie, mais à chaque fois, ils me disent que leur réussite, c'est la discipline et le travail. Surtout l'éducation, comme disait Keba Mbaye, la clé du développement de plusieurs pays africains et du monde, c'est l'éducation. Merci à vous, Talib Haïdara, que nous avons reçu dans l'invité du journal Talib Haïdara, qui est responsable politique de l'Alliance
pour la République au niveau de Bignona, coordonnateur de la cellule de communication de la délégation générale à la protection sociale et la solidarité. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Bonsoir. Merci beaucoup.